Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, au nom du Centre de droit bancaire et financier de l'Université de Genève, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les sanctions à l'encontre de la Russie. Vous êtes plus de 660 inscrits à ce webinaire, lors duquel nous avons l'honneur d'avoir 4 intervenants et intervenantes de qualité. Tout d'abord, professeur Maria Ludwigsak-Glasset, qui est professeure à l'Université de Genève et qui va nous présenter le cadre théorique nécessaire pour saisir ces thématiques. Viendra ensuite maître Émilie Villard, qui est avocate au centre de Kelleral-Scarrard à Genève, et elle nous présentera les enjeux des sanctions pour les avocats. Madame Skevi Papasavas présentera ensuite pour sa part la pratique et les problématiques au sein des banques, puis Monsieur Laszlo Tchonka présentera la pratique du SECO. Nous terminerons enfin avec une session questions et réponses. Je vous rappelle ainsi que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire via le Q&A dans Zoom. Les slides du webinaire vous seront envoyés par email après le webinaire et vous aurez aussi l'occasion de répondre à un bref questionnaire de satisfaction. Je vous remercie ainsi d'être présent aujourd'hui et sans plus attendre, je passe la parole à Maria pour le cadre théorique. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup au CDBF pour l'organisation de ce webinaire et l'invitation qui m'a été adressée. Merci beaucoup Célian pour l'animation de ce séminaire. Je pense que vous devriez voir maintenant mes slides à l'écran. Si je ne me trompe pas, cela fonctionne. Il me revient de vous adresser quelques mots à propos des aspects généraux des sanctions prononcées à l'encontre de la Russie du point de vue suisse. Vous verrez, ce seront beaucoup de simplifications, beaucoup de raccourcis, et j'en suis d'avance désolée, mais le but est ici d'introduire quelque part les présentations bien plus intéressantes que la mienne de mes co-intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, si on parle du régime juridique des sanctions internationales telles qu'elles existent en Suisse, il faut savoir qu'elles sont multiples, très nombreuses et qu'elles concernent des États du monde entier. Il peut s'agir de la Biélorussie, du Nicaragua, du Burundi, bref, tous les continents sont concernés. Mais si on essaye d'être un peu organisé dans ce très vaste et complexe sujet, je dirais qu'il faut, à l'image de l'écran, séparer les sanctions internationales telles que connues du droit suisse en deux blocs, deux formes, selon les sources de ces sanctions. Il y a les sanctions suisses, unilatérales, c'est la partie de gauche de votre écran, et les sanctions que je qualifierais de manière très euh, impropre, je dirais, mais des sanctions importées, c'est la partie de droite de l'écran. Si on se concentre d'abord sur les sanctions unilatérales prononcées par la Suisse, c'est celles qui sont basées sur l'article 184, alinéa 3 de la Constitution. C'est la configuration classique, préexistante en fait, par rapport à la partie de droite de l'écran. Elles sont prononcées par le Conseil fédéral. Leur défaut majeur réside dans le fait que leur durée est limitée à 4 ans, prolongeable une fois, mais ensuite, il existe l'exigence d'une base légale au sens formel. Il y a eu des propositions du Conseil fédéral, puis une motion parlementaire pour modifier cela, mais ces propositions n'ont pas abouti. Le statu quo est maintenu. La durée de ces sanctions-là unilatérales est limitée. Si je vous donne deux exemples concernant ces sanctions, par exemple s'agissant du Kosovo, la Suisse a à un certain moment repris des sanctions qui existaient dans l'Union européenne, mais il n'y avait pas d'autre base légale que celle qui est l'article 184 de la Constitution, et donc la reprise finalement des sanctions étrangères passe par le bloc de gauche, la sanction unilatérale suisse fondée sur l'article 184 de la Constitution. Autre exemple plus récent, celui relatif à la Crimée en 2014. La Suisse, cette fois-ci, ne reprend pas les sanctions de l'Union européenne, mais se limite à des mesures visant à éviter le contournement des sanctions prononcées par l'Union européenne. Là aussi, les sanctions suisses se fondent sur l'article 184 de la Constitution. Si on prend maintenant le bloc de droite de l'écran, ici, il s'agit des sanctions prononcées à la base par les Nations Unies, l'OCDE, ou ce que la loi désigne comme le principal partenaire commercial de la Suisse. Sans grande surprise, sont visés notamment l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. Et puis ce bloc-là se fonde
depuis l'année 2003 sur la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales. Il s'agit donc de sanctions étrangères, de sanctions internationales ou étrangères qui sont en bloc, reprises par la Suisse. La loi, une remarque très générale tout d'abord sur l'intitulé. Donc vous avez compris, loi fédérale sur l'application de sanctions internationales, mais la loi, le titre raccourci, c'est loi sur les embargos. Je trouve que ce n'est pas particulièrement euh, une bonne manière de procéder. Un embargo, au sens propre du terme, c'est une sanction économique. Or, la loi vise les sanctions économiques, mais pas seulement. Donc, on dit communément loi sur les embargos, mais peut-être que la terminologie est assez trompeuse. La base légale pertinente pour nous, pour les besoins de cette présentation, est essentiellement l'article 2 qui permet la reprise de sanctions étrangères. Et donc ce système, vous l'avez compris, vient se greffer en plus de l'article 184 de la Constitution et des sanctions suisses internes. La voie qui est suivie pour prononcer les sanctions en Suisse sur la base de l'article 2 de la loi sur les embargos, c'est l'ordonnance rendue par le Conseil fédéral. 4 exemples de ces sanctions qui existent, donc sanctions reprises, importées qui existent aujourd'hui, mais ce sont de loin que des exemples concernant la Biélorussie, le Burundi ou le Nicaragua, et concernant la Russie, même si ici, en réalité, ce n'est pas exactement seulement la Russie qui est visée, mais et c'est l'objet de la slide suivante, ce sont en fait, c'est la situation en Ukraine et de nombreuses personnes et entités russes notamment qui sont concernées. Si on affine maintenant le sujet et qu'on met de côté la structure générale et qu'on se concentre sur la situation en Ukraine, vous le savez comme moi, l'agression de l'Ukraine par la Russie a généré des sanctions massives prononcées par l'Union européenne. On en est aujourd'hui, presque aujourd'hui, en fait le 18 juillet 2025, c'est le dernier train de sanctions prononcées par l'Union européenne. Pardon. Il s'agit du 18e train de sanctions. Elles sont de nature économique, concernent les finances, les transports, l'énergie, la défense, la technologie, le commerce de matières premières, d'autres biens encore. Elles sont également prononcées à l'encontre de personnes et d'entités, mais il s'agit aussi de mesures ciblées qui visent à restreindre les relations économiques avec des zones spécifiques, par exemple la Crimée ou la région de Luhansk. La Suisse reprend ses sanctions, sauf celles évidemment de nature militaire, dès février 2022, sur la base de l'article 2 de la loi sur les embargos. Par le biais d'une ordonnance instituant des mesures en lien, donc intitulée Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. Vous notez tout d'abord qu'il n'y a pas le terme Russie qui apparaît dans cet intitulé, mais bien situation en Ukraine. Et comme ça, je dirais que la matière a l'air plutôt claire, plutôt limpide, bien structurée, etc. Mais les problèmes commencent déjà dans le numéro, et c'est anecdotique bien sûr, mais commencent déjà dans le numéro recueil systématique. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de chiffres qui composent ce numéro. Ça ne s'arrête pas là. L'ordonnance comprend de nombreuses pages, 190 pages très exactement, alors que la loi sur les embargos ne compte que 18 petits articles, petits mais importants, mais tout de même 18. Cette ordonnance est mise à jour très régulièrement. La toute dernière version date d'il y a moins de 10 jours, ce qui montre bien la difficulté pour l'autorité en particulier en charge, mais aussi les autres acteurs que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui, de mettre en œuvre, de vérifier, de s'assurer de la bonne application de cette ordonnance. L'ordonnance comprend beaucoup d'annexes, dont l'annexe 8 qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle ne figure qu'au recueil officiel et pas au recueil systématique. Elle concerne des personnes physiques visées par les restrictions financières et l'interdiction d'entrée et de transit en Suisse, et des entreprises et entités visées par des sanctions financières. C'est une liste, en fait, infinie de personnes physiques et morales, russes, très majoritairement, mais aussi, en fait, d'autres États, la Chine, la Corée du Nord, aussi l'Ukraine, sans grande surprise. Cette liste, ce listing des personnes physiques, entités, entreprises, pose de nombreux problèmes. Vous allez entendre parler de certains d'entre eux, notamment avec en lien avec la suppression des noms qui figurent sur ces listes, donc le delisting. Ces questions de mise en œuvre des sanctions sur le terrain revient
à la compétence et du ressort du secrétariat d'État à l'économie, le SECO, qui tient à jour une banque de données, Sésame, appelée Sésame, le SECO Sanction Management, accessible sur Internet. On peut y chercher par nom de famille, par exemple, si on n'avait rien à faire ces prochaines minutes, tapez le mien, le vôtre ou n'importe lequel autre, vous verrez ce qu'il en est. Très concrètement, une des mesures qui est prévue, c'est l'interdiction d'entrer en Suisse, prévue par l'article 29 de l'ordonnance, l'article 29 alinéa 1 de l'ordonnance, mais également le gel des fonds présents sur les comptes bancaires en Suisse des personnes listées. C'est l'article 15 alinéa 1 et 4 de cette ordonnance. Ça, c'est le cadre théorique. J'espère l'avoir rendu le plus simple possible. Il est un peu moins simple que ça, mais j'espère vous l'avoir rendu le plus simple possible. Là où commencent les problèmes, c'est dans ce qui vient juste après moi. Et les problèmes sont innombrables dans la pratique. Les trois acteurs essentiels en la matière sont, vous l'avez compris, le SECO, les établissements bancaires, et puis, en toute première ligne, les avocats et avocates conseils. Et je cède la parole à maître Émilie Villard qui se chargera de cette partie de la présentation. Merci Maria, bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci Maria pour cette présentation juridique très claire. Un mot sur le format de cette conférence. Quand Célian m'a approché pour évoquer l'idée d'une conférence sur les sanctions, j'ai été tout de suite assez enthousiaste car je me suis dit que c'était l'occasion justement de réunir différents intervenants qui ont tous des tâches et des objectifs différents et discuter du rôle de chacun dans l'application et l'interprétation des sanctions et voir comment est-ce qu'on pourrait concilier les intérêts et impératifs de tous. Comme elle l'a dit, Maria vous a présenté les bases juridiques du régime de sanctions, ce qui me permet maintenant de vous présenter les obstacles et les difficultés auxquelles on fait face en pratique en lien avec les demandes de déblocage lorsqu'on représente un client sous sanction. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer cela. Je prends cet exemple parce que j'y ai été confrontée à plusieurs reprises récemment et je pense qu'on aurait moyen d'améliorer le processus et la mise en œuvre de déblocage et de lever certains obstacles par justement une discussion comme celle-ci et un dialogue entre les intervenants. Donc l'exemple est le suivant. On a une personne physique qu'on va nommer Philippe, qui est inscrite à l'annexe 8 de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. Philippe est l'ayant droit économique d'une société suisse qu'on nommera, disons, CIR SA. Pour rendre le cas simple, partons du principe que CIR SA n'a pas d'activité commerciale, mais comme toute société, elle a des charges comme des salaires, elle a des impôts, des cotisations sociales et elle a des frais d'avocat pour les démarches qu'elle a à faire avec les autorités vu sa situation de blocage. La première étape pour payer tout cela, c'est donc de faire une demande au SECO. Sachez que les demandes doivent être faites sous forme de formulaire en ligne à envoyer en format Word avec l'intégralité des pièces justificatives. Soit la société a son propre compte bancaire et la demande va donc porter sur le déblocage de son compte bancaire en faveur des différents bénéficiaires, soit la société n'en a pas et dans ce cas-là, la demande de déblocage visera par exemple le compte bancaire de son ayant droit économique, auquel cas il faudra faire attention de bien expliquer le lien entre la personne et la société. Alors, le premier obstacle auquel on est régulièrement confronté, c'est le montant et la problématique justement du montant pour lequel on va demander
le déblocage? En principe, le SECO n'autorise des déblocages que sur la base de factures déjà émises. Je mets de côté la problématique des faits périodiques pour l'instant. Donc, dans notre cas, on a CIRESA et CIRESA ne pourra former sa demande de déblocage qu'une fois qu'elle a effectivement reçu la facture de ses impôts, de l'OCAS et de son avocat. Vous allez me dire, quel est le problème ici? Alors, le problème est le suivant. Vous avez une facture de, disons, de 10 500 francs et vous formez une demande de déblocage pour ce montant. Mais le temps de préparer la demande de déblocage, d'obtenir l'autorisation requise et enfin, on le verra, le paiement, la facture est certainement déjà échue depuis longtemps. La conséquence de ces délais, c'est bien sûr que le montant de la facture initiale a évolué car il porte désormais notamment des frais de retard et des intérêts moratoires exigés par le créancier. Alors, sachez que les banques exécutent en principe, et Skevy vous le présentera après, uniquement le montant, enfin, elle exécute uniquement le paiement du montant expressément autorisé. Donc, vous recevez une autorisation de déblocage pour le montant de 10 500 francs requis, vous demandez son exécution à la banque et la banque exécutera le paiement de 10 500 francs. Mais les autres frais supplémentaires que je viens d'évoquer ne seront pas couverts par l'autorisation, car ils n'existaient pas au moment de la demande de déblocage, et donc ils ne vont pas être payés par la banque, et ce, peu importe le montant. On a eu des cas où la différence était de 10 francs et ce n'était pas possible d'exécuter le paiement du montant modifié. Vous avez donc une facture de 10 500 francs, une autorisation pour ce montant, mais in fine, vous aurez toujours une dette à l'égard du créancier. Donc la situation est sans fin. Donc cette situation est embêtante car vous ne parvenez jamais à régler définitivement les dettes de la société. Alors il y a un moyen théorique d'anticiper une telle situation, c'est de préciser dans la demande que vous requérez le déblocage de tout montant additionnel couvrant d'éventuels frais et intérêts. Donc, vous ajoutez cette mention. Alors, je dis bien que c'est un moyen théorique parce que ce n'est pas certain que la banque procède au paiement de ces frais. Certaines banques sont en effet réticentes d'autoriser le paiement de montants qui ne sont pas expressément chiffrés dans la demande. Cela étant, en demandant au SECO d'ajouter cette mention de tout montant, enfin, d'autoriser le paiement d'éventuels frais et intérêts, vous permet déjà d'avoir une base de discussion avec la banque si jamais elle refuse les 10, 15 francs ou autres. Donc voilà pour la problématique du montant. Le deuxième obstacle auquel on fait face, c'est la problématique des frais récurrents. Quand vous formez une demande de déblocage, et si on reprend notre cas, le paiement des impôts, des cotisations sociales et de l'avocat, ce sont des frais qui devront être payés chaque année ou en tout cas de façon périodique. Le SECO est conscient de ce genre de frais et rend des décisions qui peuvent donc être valables pendant plusieurs années. Alors, comment cela se passe? Vous formez une demande de déblocage avec les factures à l'appui et le SECO rend une décision autorisant le paiement de ces montants et précise de tout montant supérieur ou inférieur, mais de même nature. Donc, il précise que la décision est valable pendant une durée de plusieurs années, généralement 2-3 ans. C'est bien pour tout le monde. Le SECO ne fait son analyse du cas qu'une seule fois et le client est lui certain, une fois la décision rendue,
que ces frais seront autorisés et a donc une certaine prévisibilité vis-à-vis de ses créanciers. C'est donc magnifique en théorie, mais on se rend compte que ça ne marche absolument pas en pratique. Pourquoi? Car à nouveau, les banques sont extrêmement réticentes d'exécuter des paiements qui n'ont pas été expressément autorisés par le SECO. Donc la première année, ça va donc jouer parce que la banque, elle a l'autorisation du SECO et elle a la facture correspondante. Mais dès la deuxième année, la banque va exiger, malgré la validité de la décision du SECO dans le temps, que le SECO autorise à nouveau, ou à tout le moins confirme, qu'il autorise le montant modifié de la facture de l'avocat, de la facture de l'OCAS ou des impôts. Le problème avec cette manière de faire, c'est que ça fait perdre énormément de temps à tous. Il y a plusieurs échanges entre le client ou son représentant et la banque. Le représentant doit ensuite échanger avec le SECO pour obtenir la confirmation requise. Le SECO, lui, considère que sa décision est claire puisqu'il a précisément prévu une durée de validité de la décision pour ne pas devoir se repencher sur le cas à plusieurs reprises. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Ça entraîne des retards dans l'exécution des paiements et donc des frais supplémentaires sont ajoutés. Et c'est là où je pense qu'on devrait pouvoir trouver un moyen d'éviter euh, cette situation par une meilleure communication sur les besoins des banques et leurs exigences afin que les avocats et le SECO puissent y répondre et s'y conformer. Alors, vous le verrez, ce qu'Evie expliquera, les banques, elles sont finalement mises sous pression, souvent en raison des sanctions internationales, et donc elles sont extrêmement prudentes sur l'application des décisions du SECO. Les banques considèrent d'ailleurs ne pas être liées par ces décisions, même si, à mon sens, ça va contre les intérêts de leurs propres clients. Elles ont quand même un devoir de fidélité en tant que mandataires, mais c'est leur point de vue et on peut en discuter. Dans tous les cas, et afin de régler cette problématique, je suis d'avis que les banques devraient communiquer ce qu'elles attendent exactement des autres intervenants afin que leur propre analyse des demandes de paiement et donc de l'exécution des paiements puisse être fait le plus rapidement possible, ce qui serait dans l'avantage finalement de tous. Je constate dans la pratique qu'il y a un manque de communication qui découle notamment du fait que les interlocuteurs des avocats et des clients sont souvent les relationship managers. Et il y a donc un espèce d'épais Chinese wall entre l'avocat et le service compliance qui a toutes ces exigences. Et ce service compliance qui, in fine, ne discute pas directement avec les avocats. Et c'est là où certainement il y a des informations qui se perdent. Donc je pense qu'on pourrait disons qu'on pourrait améliorer la situation sur ce volet-là. Donc ça, c'est la problématique des frais récurrents. Un troisième obstacle, à mon sens, c'est la problématique des liquidités. Donc, la société en question ou son ayant droit économique peut disposer de liquidités limitées sur son compte bancaire. La société peut avoir des investissements, mais donc il faudra procéder à la vente de différents placements pour pouvoir disposer des fonds nécessaires. Et là, j'attire votre attention qu'il ne faut pas sous-estimer les frais bancaires très importants prélevés par les banques. Alors, pour ces frais, et je serais ravie d'avoir l'avis de certaines personnes au sein des banques, pour ces frais, les banques ne requièrent, selon mon expérience et mes informations, elles ne requièrent pas de décision du SECO, ou en tout cas, le client n'en est pas informé. Donc, on a un client qui a un compte bancaire et malgré le blocage du compte bancaire, finalement, ce compte fond. Et la problématique, c'est qu'il n'y a plus de liquidité et pour vendre des investissements, il y a généralement des devises étrangères qui rentrent en ligne de compte.
Et là encore, on va perdre du temps parce que certaines banques euh, vont alors exiger que le client obtienne des autorisations de déblocage de tous les pays concernés de près ou de loin par la vente des placements. Donc ça prend de nombreux mois et pendant tout ce temps, les créanciers ne sont pas payés. Cette situation, elle est donc extrêmement compliquée et surtout, le client ne peut souvent pas l'anticiper parce que ça dépendra des frais bancaires que la banque prélève. Donc, on se retrouve alors dans une situation où le compte n'a plus de liquidité, ne peut non seulement plus payer ses créanciers, mais se voit en plus imposer des intérêts bancaires par la banque parce que la banque, elle n'est plus en mesure de prélever ses propres frais. Donc voilà, c'est un serpent qui se mange la queue, c'est extrêmement compliqué et pour moi, je voulais vous présenter ces trois obstacles fréquents qui illustrent un peu les limites du système et sur lesquels je voulais attirer votre attention. Je laisse maintenant la parole à Skevi qui vous exposera ces problématiques, mais du point de vue des banques. Merci beaucoup. Merci Émilie. Bonjour à tous. Aussi un petit mot pour remercier Célian et aussi le Centre de droit bancaire et financier de m'avoir invité à participer à ce webinaire qui est, je trouve, très intéressant et qui attaque le sujet dans un angle assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc un grand merci pour cette invitation. Pour ma part, je vais vous présenter du coup les enjeux et les défis qui sont vécus du côté du secteur financier. Je sais pas si, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Alors, juste un instant, j'ai un petit problème technique pour passer à la slide suivante. Voilà, j'espère que c'est tout bon pour vous. Donc, en introduction de ma présentation, et pour continuer sur le cas de figure qui a été présenté et soulevé par Émilie Villard, je voudrais commencer par souligner que bien que le SECO ait donné son accord pour un type de paiement ou des paiements spécifiques donnés, il existe aujourd'hui du côté bancaire plusieurs autres paramètres, plusieurs autres considérations à prendre avant d'accepter que ce soit un paiement dans le cas actuel, mais aussi une ouverture de compte, une clôture de compte, des transferts de titres, etc., etc. Et c'est en passant à travers tous ces paramètres, tous ces risques que la banque doit analyser que je vais dérouler la présentation aujourd'hui. Donc, voyons ces risques. Ces risques principaux dont nous allons donc discuter aujourd'hui, là, j'ai pris le parti d'exposer ces risques de cette manière-ci, mais la nomenclature des risques et la manière dont elles sont identifiées et analysées au niveau des banques peut varier totalement. Donc, l'idée ici, de nouveau, c'est de regarder les principaux risques et de comprendre le raisonnement et les défis derrière les décisions prises par les établissements bancaires. Ça n'a pas lieu d'être exhaustif, mais c'est déjà partager avec vous aujourd'hui une image des principaux risques auxquels font face les établissements financiers avant, dans notre cas concret, d'accepter ou de refuser des transactions. Donc, passons au premier risque, donc le risque réglementaire. Donc, pour le risque réglementaire, j'ai dressé une liste des principaux risques. Le premier étant, et le plus logique, le plus évident, c'est la non-conformité avec les sanctions suisses. Donc, la non-conformité aux ordonnances édictées par le SECO. La deuxième, ce serait la non-conformité avec les sanctions étrangères. Et ce point spécifique, je reviendrai dessus dans la slide suivante, parce qu'il mérite
qu'on s'y attarde pour comprendre un peu la position des banques. Je vous ai listé ensuite quelques autres types d'exemples plus détaillés de tous les risques de défaillance qui peuvent entraîner des violations sous l'angle réglementaire. Je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais ce qu'il faut retenir ici sur cette slide, c'est que le risque réglementaire de sanctions devient un sujet à part entière, est devenu un sujet à part entière, surtout avec l'invasion en Ukraine en 2022, où on a vu aussi la création par la FINMA et le déploiement au niveau des boîtes d'audit, des équipes d'audit externes, de déploiement de questionnaires d'audit spécifiques liés aux sanctions. On a vu aussi, les établissements bancaires ont aussi reçu des questionnaires de statistiques pour montrer leur exposition à des pays sanctionnés ou à des pays de contournement. Donc, le sujet des sanctions en tant que tel, c'est devenu quelque chose de très regardé, qui est dans le viseur de la FINMA aujourd'hui, notamment au niveau transactionnel, parce que c'est là que réside le risque. Le premier risque serait de faire une violation en exécutant certains ordres, via des pays sous sanctions évidemment, mais aussi via des pays de contournement où là, la gestion du risque et l'analyse est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complexe. Ouais. Donc aujourd'hui, au niveau des banques, le niveau de due diligence à effectuer et les clarifications sur le background de chaque paiement doit être tout aussi pointu que l'analyse qui est faite sous l'angle AML. Donc maintenant, je vous propose d'aller plus en détail sur le point de la non-conformité avec les sanctions étrangères, qui était dans ma slide précédente, le deuxième point, et de leur application par les établissements suisses. En effet, certaines sanctions étrangères touchent directement les établissements suisses, notamment par l'effet extraterritorial de ces sanctions. Au niveau US, par exemple, on parle beaucoup des sanctions dites secondaires contre les institutions financières étrangères qui effectuent intentionnellement des transactions importantes, des transactions dites significatives pour des SDN. Et tout ça, bien que l'opération ne fasse pas forcément, je dirais, intervenir des éléments US, la monnaie, une contrepartie bancaire US, etc. Eh bien, ce type de transaction pourrait être considéré sous l'angle US comme une violation malgré le fait qu'il n'y ait pas d'éléments US. Parce qu'en fait, l'établissement financier étranger, en l'occurrence suisse, serait en train de faciliter et d'aider un SDN d'un point de vue sanctions US. Et en cas de violation de ces sanctions, les institutions financières, elles s'exposent à quoi? Elles s'exposent évidemment à des amendes, mais aussi potentiellement de se voir exclues des marchés financiers américains. Ça va sans dire que pour n'importe quel établissement, se faire exclure des marchés financiers américains serait catastrophique. Donc pour revenir sur le cas qu'Émilie nous a présenté juste avant, si une personne sanctionnée par la Suisse veut faire un paiement, demande l'autorisation pour un paiement, et que le SECO, après analyse détaillée, donne son OK pour procéder ou non à ce paiement, et ben le fait d'exécuter la transaction pour un établissement financier suisse pourrait engendrer un breach, une violation aux sanctions de réglementation de pays tiers, par exemple les États-Unis, comme je viens de vous l'exposer. Donc le risque est quand même très important quand on sort du scope suisse. De plus, il faut noter que les établissements suisses peuvent être soumis à d'autres contraintes. Par exemple, les contraintes du groupe, si l'établissement fait partie d'un groupe financier où la maison mère est située à l'étranger et où la maison mère doit appliquer les sanctions du pays dans lequel elle réside
qui seraient potentiellement plus strictes que les sanctions de la Suisse. L'établissement suisse doit s'aligner et répondre à ces exigences. Et on voit aussi au niveau des contraintes des contreparties bancaires avec qui la banque travaille, opère, qui seraient aussi, elles, dans des pays tiers. Je pense notamment aux banques correspondantes qui permettent d'utiliser la monnaie de dollar, l'euro, qui sont domiciliées dans des pays tiers et qui doivent appliquer leur propre réglementation, leurs propres sanctions. Je reviendrai sur la partie contrepartie bancaire un peu plus en détail dans les prochaines slides pour aussi vous expliquer à quel point les contreparties bancaires ont un rôle important dans les décisions des établissements financiers suisses. Pour le risque juridique, repartons de zéro, de la base. Pour une banque, le risque premier, le risque primaire au niveau des sanctions, ce serait en fait de laisser passer un paiement pour une personne sanctionnée, une personne qui serait listée à l'annexe 8 de l'ordonnance, par exemple, de l'ordonnance sur l'invasion en Ukraine. Cette personne est soumise au gel des avoirs. Si la banque laisse passer, on est en violation. Si la banque bloque, on est tout bon. En revanche, si le SECO donne son accord pour procéder à certains paiements et que là, la banque maintient son refus d'exécuter le paiement pour les raisons notamment, enfin les exemples que je vous ai donnés précédemment, alors on voit de plus en plus de clients qui ont recours à des avocats comme Émilie Villard, comme elle nous l'a exposé juste avant, et qui veulent lancer des actions en justice contre les établissements. En réponse à ce genre de situation complexe, les banques ont toutes quelque chose dans leurs conditions générales, une disposition pas forcément liée directement à l'aspect sanction, mais qui vise à protéger un établissement dans le cadre d'un refus d'une opération, si elle considère que l'opération est à risque, si elle considère que l'opération ne répond pas aux exigences réglementaires ou ne sont pas conformes à la réglementation ou aux pratiques d'une juridiction tiers. Il y a une jurisprudence qui est très intéressante et je ne peux pas aller aujourd'hui dans le détail de cette jurisprudence, mais je vais quand même vous donner quelques conclusions. C'est l'arrêt d'Exelberg. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que le tribunal a répondu à la question de savoir si la banque peut se prévaloir des sanctions américaines, en l'occurrence, pour ne pas exécuter l'instruction d'un client. Et donc, le tribunal fédéral a considéré que cette fameuse clause qui était dans les conditions générales était suffisante pour fonder le refus de la banque d'exécuter la transaction. Ce qui donne aussi un petit peu de contexte à la réticence des banques aujourd'hui d'aller de l'avant avec certains paiements. Voilà pour le risque juridique client. Maintenant, je vais vous parler aussi du risque juridique au niveau des partenaires clés, donc de nos fameuses contreparties bancaires dont je vous parlais juste avant. Et donc, ce sont des partenaires qui sont clés et fondamentaux pour la banque parce que ce sont les correspondants bancaires pour des devises, ce sont les brokers, ce sont les banques dépositaires avec lesquelles la banque travaille. Et ce qu'on a vu apparaître du côté bancaire ces derniers mois, ces dernières années, c'est une espèce de réglementation parallèle qui n'est pas la réglementation suisse et qui est liée au risque appétit de ces contreparties bancaires et qui en fait imposent leurs règles aux banques et leurs réglementations aux banques. Et si elles ne sont pas respectées, puisqu'il y a une relation contractuelle entre les parties, peuvent tout simplement mettre un terme à la relation. Et plus pour les banques en général, mais en particulier pour les petites et moyennes banques, l'impact d'une mise à terme de la relation d'affaires, ça peut être catastrophique. Parce que l'activité opérationnelle est liée à ces contreparties bancaires. Donc les établissements financiers aujourd'hui suisses sont tributaires et dépendants de ces relations d'affaires et ne peuvent pas
ne peuvent en aucun cas se permettre de ne pas se conformer à leurs restrictions sous peine de perdre la relation d'affaires avec ces contreparties. Pour le risque financier, bon, bah, pas forcément de surprise sur cette slide. Le risque, bah, ça serait des amendes et la restitution des profits et des gains s'il y en a eu dans le cadre d'une violation. Je vous ai mis des exemples plus ou moins récents. Ce qui est flagrant ici et sur laquelle j'aimerais apporter votre attention, c'est le montant des amendes euh, qui n'est pas anodin, qui peut être catastrophique pour certaines banques. Et, euh, et voilà. Donc pour la partie financière, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps parce que voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et au niveau du risque, maintenant, notre dernier risque de réputation. Il y a plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect au niveau de l'établissement bancaire avec la violation réelle ou perçue. La violation réelle étant exécuter un paiement, comme on l'a dit, pour une personne sanctionnée. Là, ce qui serait compliqué pour la banque, c'est cette perte de crédibilité de ne pas avoir bloqué le paiement et donc montrer une faille au niveau du système de contrôle interne et de la garantie d'une activité irréprochable. Et ce que j'appelle la violation perçue, ça serait exécuter un paiement pour quelqu'un qui est sanctionné, donc qui est sur les listes de sanctions, pour lesquelles nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires, mais il n'en reste pas moins qu'en fait l'établissement est quand même en train d'aider, de faciliter, d'exécuter finalement le paiement pour une personne sanctionnée et donc pourrait donner une image de complaisance. Et si la personne sanctionnée en plus a très mauvaise presse et mauvaise réputation, l'impact de l'image de cette personne pourrait par ricochet impacter l'image de la banque. Le risque ultime pour la banque, bah, c'est la perte de clients existants, de clients potentiels futurs, d'investisseurs, d'entacher son image, sa réputation, ses valeurs. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Et puis plus largement, donc, on a au niveau du non-alignement avec les pays occidentaux. On sait aujourd'hui que la Suisse, elle fait l'objet de plusieurs remarques très médiatiques de pays tiers. Je pense notamment, pour ne pas les nommer, l'Union européenne et les États-Unis, pour non-alignement, pour laxisme, pour contournement. À juste ou pas à juste titre, aujourd'hui, on voit que la Suisse, elle est quand même assez régulièrement pointée du doigt et éclaboussée par toute cette médiatisation autour de la Suisse. Donc, si aujourd'hui un nouveau scandale devait éclater pour un établissement financier, l'image serait très compliquée. Pour la Suisse également, pour le régulateur et la FINMA, voilà, ce serait aussi un nouveau coup dur à gérer sous cet angle-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle je pense que la FINMA a resserré la vis. Je ne m'attarde pas trop sur le dernier point, sur l'aspect des contreparties bancaires, parce qu'on en a largement parlé dans la slide précédente. Mais ce qui est certain, c'est que si un établissement bancaire aujourd'hui sort dans la presse pour défaillance, manquement, violation aux sanctions, il est assez certain que les contreparties bancaires avec lesquelles la banque travaille reviennent vers l'établissement en demandant des clarifications, des questionnaires complémentaires, des KYC, demandent s'ils ont été impliqués dans les paiements qui seraient considérés comme en violation. Et tout ça, ça fragilise toujours la relation et la confiance qu'il y a avec les contreparties bancaires. Et comme je vous l'ai explicité plus haut, le risque de perdre ces relations est énorme et doit être prise en considération par les établissements financiers. Pour clôturer ma présentation, et donc suite à la visibilité que je vous ai donnée de tous les défis auxquels les banques font face,
il y a le SECO, c'est sûr, et une fois que le SECO donne son OK, c'est une chose et c'est une bonne chose. Après, au niveau des exigences de la FINMA, il faut les prendre en compte. Il y a les exigences des contreparties bancaires qu'il faut aussi prendre en compte, les exigences du groupe, si l'entité fait partie d'un groupe, et tout ce qui est les exigences de sanctions de pays tierces. Donc, c'est vraiment un équilibre qui doit être géré par les établissements financiers, qui n'est pas facile, qui n'est pas le même selon chaque établissement financier. Et la stratégie et l'appétit au risque de chaque banque doit être défini par le top management et un programme compliance robuste et solide doit être suivi derrière. Donc, c'est toujours très compliqué pour les banques de suivre un hockey du SECO, en l'occurrence, comme l'a exposé Émilie. Je vais passer maintenant la parole à notre intervenant du SECO, Laszlo Tchonka, et j'espère que lui il vous donnera aussi plus de visibilité sur la partie, les challenges du SECO et les enjeux. Merci beaucoup.